Bonjour les 6e S. Alors, normalement, vous devriez voir cette vidéo mercredi où nous avons cours. Ce qui serait bien, ça serait donc de la voir et de faire les exercices que je vous demanderai ensuite pour enfin les déposer sur un casier dans l'espace collaboratif de OSE. Si jamais vous ne pouvez pas remettre votre travail sur OSE, je vous mettrai mon mail donc dans les devoirs sur OSE et puis vous m'envoyez ça directement par mail, soit scanné si vous pouvez, soit en photo avec un smartphone au pire. Voilà, donc on va reprendre sur l'histoire, la fondation de Rome, le mythe et ce que nous en dit l'archéologie. Comme ça fait un petit peu de temps, je vais revenir un petit peu sur ce qu'on a déjà vu et puis je vais avancer. Alors, rappel, on a un auteur qui s'appelle Virgile, Virgile qui écrit, rappelez-vous, au 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui nous parle d'une histoire qui s'est déroulée en 754 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 700 ans avant, une histoire avec des dieux, des déesses, Vénus, Énée, des héros, et une histoire que l'on trouve dans l'Énéide. L'Énéide, c'est un peu la suite, si vous voulez, de l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. On pourrait dire que c'est une suite qui se déroule plus à Troie, mais cette fois à Rome. Donc que se passe-t-il? Un héros, un prince troyen aîné qui s'échappe avec sa femme, son fils et son père qui porte sur son dos pour ensuite aller fonder, ici vous voyez son voyage, une cité en Italie. Et puis ce sont ses descendants qui sont Rémus et Romulus qui vont se battre, après avoir tué leur oncle méchant, qui vont se battre pour pouvoir fonder une cité. C'est Romulus qui tue son frère, qui l'emporte et qui va donc donner son nom à la cité, et donc le nom qui est Rome. Ici, voilà, donc Rémus et Romulus allaitaient par une louve après avoir été abandonnés par leur oncle méchant, et qui, en grandissant, vont finir par se venger. Donc tout ça on l'a vu, je ne reviens pas trop dessus. Vous avez ici à gauche, alors j'ai oublié de vous dire, vous pouvez mettre quand vous voulez la vidéo sur pause, vous pouvez repartir en arrière. N'hésitez pas à faire ça pour avoir le temps par exemple de regarder, de lire les textes. Là, l'histoire de Romulus et Rémus on a déjà vu, mais ce que vous ne connaissez pas peut-être c'est la suite. Regardez, on va lire le texte ensemble. La suite, donc, qui nous est racontée par Tite-Live. Tite-Live, c'est pareil, c'est un conteur, quelqu'un qui raconte des histoires romains, qui a vécu à peu près au même moment que Virgile, et qui raconte la même histoire que Virgile, ou une histoire très semblable. C'est pour ça que les deux, on les met ensemble quand on parle de la légende de la fondation de Rome. Tite-Live et Virgile, ce sont les deux auteurs romains qui, au 1er siècle avant Jésus-Christ, nous racontent cette histoire. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Tite-Live ici? Rome manquant de femmes, sa puissance se trouvait limitée, donc on est juste après la fondation par Romulus. Rome manquant de femmes, sa puissance se trouvait limitée à une seule génération. Donc bah oui, parce qu'on ne peut pas faire d'enfants s'il n'y a pas de femmes. Romulus annonça la tenue d'une grande fête. Les différents peuples voisins furent invités et ils s'y présentèrent. Les Sabins vinrent. Alors les Sabins, qui sont-ils? Regardez. Voilà, une carte qu'on a déjà vue. C'est l'un des 7 peuples qui composent l'Italie à cette époque. Regardez-les à nouveau. Donc les Grecs, bien sûr, qui ont fondé des colonies, mais aussi les Carthaginois, qui viennent du Proche-Orient, et dont la capitale est Carthage, les Sicules, les Samnites, les Latins et les Sabins, ainsi que les Étrusques. Vous voyez en jaune ici. Donc les Sabins, un peuple de l'Italie centrale. Ici. Voyons voir ce qu'on nous dit. Les Sabins vinrent en emmenant avec eux leurs femmes et leurs enfants. Lorsque les jeux commencèrent, les jeunes Romains s'emparèrent des Sabines, alors que les Sabins étaient retenus par le spectacle des jeux. Vous voyez, ces Romains, ils sont malins, ils ont tendu un piège aux Sabins. Pendant qu'ils sont à regarder les jeux, ils leur volent leurs femmes, tout simplement. La panique fit cesser les compétitions, parce que oui, les Sabins s'en aperçoivent. D'abord, les Sabins s'enfuirent, puis revinrent attaquer Rome. Donc on imagine une grande guerre. Les Sabines, femmes des Sabins, dont l'enlèvement avait déclenché la guerre, bravant les flèches qui pleuvent des deux côtés, se jettent entre les deux armées. Les chefs et les soldats en sont émus. Le silence se fait, la rage guerrière s'apaise, les deux cités n'en font finalement plus qu'une.
Alors voilà, Tite-Live nous raconte une histoire dans laquelle les Romains tendent un piège aux Sabins pour leur voler leurs femmes, puisqu'ils n'ont tout simplement pas suffisamment de femmes dans leur cité pour repeupler plus tard la cité. Les Sabins s'en aperçoivent, sont pas contents, une guerre s'ensuit, et puis à la fin, c'est un happy end, tout se passe bien. Les femmes leur disent arrêtez de vous battre, ils s'arrêtent de se battre, et puis ils acceptent de vivre ensemble, et on nous dit les deux cités n'en font finalement plus qu'une, c'est-à-dire que les Romains vont se mélanger avec les Sabins, et puis ça fera plus qu'un seul peuple. Regardez d'ailleurs, pourquoi cette histoire est importante, parce qu'il y a eu... Alors elle est importante parce que c'est le mythe de la fondation de Rome toujours, et aussi parce qu'on en a fait des œuvres d'art. Vous voyez ici par exemple un tableau célèbre peint par le peintre français David. David c'est son nom de famille. En 1799 et qui représente donc l'enlèvement des Sabines avec des personnages, une armée à gauche, une armée à droite, et puis à gauche les Romains, à droite les Sabins probablement, et puis les femmes qui essaient de s'interposer entre les deux pour les empêcher de se battre. Et on voit au second plan les murailles de la ville de Rome avec toujours des combats au sommet de ces murailles. Donc un tableau qu'on va appeler classique, une peinture classique, avec des personnages qui sont nettement représentés. Regardez maintenant celui-ci, l'enlèvement des Sabines, cette fois par Picasso, et peint il n'y a pas très longtemps, puisqu'il a été peint en 1962. Vous voyez, pas du tout le même style, donc là c'est pas de la peinture classique, on appelle cela de la peinture moderne ou contemporaine. C'est-à-dire qu'on n'essaye plus de représenter des personnages de façon claire et nette, mais on s'autorise beaucoup plus de liberté, on va chercher autre chose. Et vous voyez que ce tableau, il reprend le tableau de David. Le personnage ici avec la lance, c'est devenu ce personnage-là qui porte un espèce de couteau géant. Et puis on voit des femmes au centre, là, qui sont tordues, en train de hurler, en train de crier. Et puis derrière, la ville de Rome, la cité de Rome. Ici, on enlève une femme. Ici, un cavalier. Ici, un cheval qui représente celui-ci. Là, vous voyez, on voit des chevaux aussi là. Bref, Picasso a repris le tableau de David pour en faire une peinture contemporaine. Donc ça, c'était la parenthèse un peu histoire des arts. Posez-vous la question, lequel de ces deux tableaux vous préférez et pourquoi ? Et ça serait intéressant après en classe de vous poser la question, lequel vous préférez et pourquoi ? Voilà, donc voilà pour l'enlèvement des Sabines. J'avance un petit peu, donc ça on avait fait, donc les réponses à ces questions, on les avait corrigées. 753 avant Jésus-Christ, donc la fondation de Rome d'après la légende, selon Virgile et Tite-Live. Et puis alors on avait vu ensuite, à travers ici, regardez ce plan de Rome, ou plutôt cette carte. Rome, c'est là, au bord d'un fleuve, le Tibre. Le Tibre, on le voit ici. On est ici à une échelle, alors plus petite ou plus grande ? Une échelle plus grande. Ça, c'est la petite échelle, ça, c'est la grande échelle. Donc, on voit ici la ville de Rome, fondée au bord du Tibre, avec ses 7 collines, l'Aventin, le Caelius, le Palatin, l'Esquilin, le Viminal, le Quirinal et le Capitole. Le Palatin qui est le cœur de Rome. Et puis, ici, une muraille, que les archéologues ont retrouvé. Alors, je vous avais dit, ces archéologues, ils se sont dit, ils ont lu bien sûr la légende de Tite-Live et Virgile, ils se sont dit, après tout, pourquoi pas, si ça se trouve, c'est vrai, cette histoire, on va aller fouiller. Et ils ont fouillé, et je vous ai dit, ils n'ont pas trouvé de cité, qui date de 753 avant Jésus-Christ. En revanche, voilà ce qu'ils ont trouvé, des cabanes sur le Palatin, c'est-à-dire ici, la colline première, le premier noyau, là où a été fondée Rome en premier. Et puis ils ont donc trouvé ces cabanes, ces cabanes de bergers, mais pas de cité en tout cas. En revanche, ce qu'ils ont retrouvé, regardez, c'est ce mur. Le mur, un rempart construit autour de Rome, ainsi que cette cloaca maxima, qui est un égout, et qui servait en fait, on nous dit, à assécher les marais en conduisant les eaux vers le Tibre. Regardez la carte. Vous avez ici, là, des petites taches vertes, ce sont des marais, c'est-à-dire que c'est humide, c'est boueux, il y a de l'eau. Donc ici, vous voyez, la cloaca maxima en bleu servait à drainer, c'est-à-dire à faire passer l'eau des marais vers le Tibre pour assécher
Rome et la rendre habitable. Donc cet égout et ce mur, regardez la date, 6e siècle avant Jésus-Christ, là aussi 6e siècle avant Jésus-Christ, et donc c'est les années 500 avant Jésus-Christ, et c'est pas 753 avant Jésus-Christ. Ce qui nous a amené à dire que, eh bien, le tableau qu'on avait fait en classe, quand d'après la légende, quand d'après l'archéologie, d'après la légende. Donc je rappelle qu'un archéologue, c'est comme un historien, c'est quelqu'un qui cherche à reconstituer le passé des hommes, mais à la différence de l'historien, il cherche le passé des hommes dans les vestiges, dans les objets, et pas dans les écrits. L'historien s'intéresse aux écrits, donc plutôt à partir de la naissance de l'écriture, tandis que l'archéologue, lui, il s'intéresse aux objets, aux vestiges, aux ruines, mais tous les deux ont le même but, c'est-à-dire savoir ce qu'il s'est passé. Savoir connaître le passé des hommes, des sociétés humaines. Simplement, il y en a un qui va chercher ça dans les livres, l'autre qui va chercher ça en creusant la terre et en trouvant des objets. Donc, d'après la légende, donc Virgile et Tite-Live, 753 avant Jésus-Christ, d'après l'archéologie, 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est pas la même chose. Qui d'après la légende, Romulus, et d'après l'archéologie, je vous avais dit, les Étrusques, c'est-à-dire un peuple de l'Italie du Nord qui est descendu vers le sud et qui a fondé cette cité de Rome. Ou, c'est pareil dans les deux cas, les bords du Tibre, dans une région qui s'appelle le Latium en Italie, c'est-à-dire l'Italie du centre en gros, ou pareil les bords du Tibre dans le Latium en Italie. Comment Romulus tue son frère et devient roi, il fonde la cité de Rome sur le Palatin, et comment d'après l'archéologie, des restes de cabanes montrent la présence d'une occupation sur le Palatin, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une cité. Les Étrusques transforment cette occupation en cité environ 200 ans plus tard, c'est-à-dire au VIe siècle, c'est-à-dire la date du mur et de l'égout. On peut dire que Rome a été fondée au VIe siècle par les Étrusques. Voilà ce que l'on sait, tandis que la légende nous dit autre chose. Alors, voilà, donc ça c'est le cours qu'on avait noté. Si jamais il vous manque des éléments, vous mettez sur pause et vous recopiez. Regardez bien la dernière phrase ici du cours. 7 rois étrusques se succèdent, ça veut dire prennent la suite les uns des autres. Quand il y en a un qui meurt, l'autre prend la suite. Donc 7 rois étrusques se succèdent jusqu'en 509 avant Jésus-Christ. Alors c'est une date à savoir par cœur, très importante, puisque c'est la date à laquelle, regardez, le dernier roi étrusque est chassé par la population. On ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'il est chassé. Et donc Rome devient ce qu'on appelle une république. On verra après ce que c'est qu'une république, mais il n'y a plus de roi à partir de 509 avant Jésus-Christ, et on entre véritablement dans l'histoire romaine. C'est à partir de 509 avant Jésus-Christ, quand Rome devient une république, que là vraiment on a des éléments qui nous permettent de reconstituer l'histoire de Rome, alors qu'avant, à l'époque des rois étrusques, on n'a rien ou pas grand-chose, on a des vestiges archéologiques, mais c'est tout, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que je voulais vous... Non, c'est tout. Donc, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est les exercices. Je vais les mettre en pièces jointes. Vous allez, premier exercice, recopier la frise dans le cahier. Vous recopiez cette frise et vous allez placer ces 3 éléments-là. Donc, selon la tradition, l'année de la fondation de Rome est, selon les dernières découvertes archéologiques, le siècle de la fondation de Rome est le, selon la tradition, l'année de l'instauration de la République est. Donc vous recopiez la frise chronologique en faisant bien attention à respecter l'échelle, c'est-à-dire l'espace entre chaque siècle. Vous voyez que ici l'espace entre chaque siècle c'est 2 carreaux, donc un carreau c'est 50 ans. Et il va falloir placer ces 3 événements avec des flèches. Alors les flèches, vous les mettez en dessous, et puis vous écrivez à côté ou au-dessus, directement dans la frise, l'événement. Attention, pour le numéro 2 ici, ce n'est pas un événement, c'est un siècle. Donc un siècle, ça dure longtemps. Donc là, on ne va pas faire une flèche comme ça, verticale, mais on va faire une flèche horizontale, avec une petite flèche de chaque côté.
D'accord? Donc faites bien la différence entre un événement, quelque chose qui est ponctuel, qui se passe à un moment précis, et ici, on ne sait pas trop quand a été fondé Rome, probablement pas en un an, même pas en 10 ans, peut-être que ça a pris plusieurs dizaines d'années, donc on va donner un siècle et on le place sous la frise avec une flèche, non pas verticale, mais horizontale. Donc trois flèches à placer, deux flèches verticales, une flèche horizontale, on met les événements, on écrit les événements à côté, et comme il n'y a pas beaucoup de place, on se débrouille, hein, soit à l'intérieur de la frise, soit en dessous ici en écrivant petit. Ensuite, toujours sur le cahier, vous répondez aux questions à partir de la carte. La carte, si vous pouvez imprimer cette feuille que je vous mettrai en pièce jointe, vous la découpez et vous la collez dans le cahier. Sinon, tant pis, vous répondez de toute façon directement aux questions par des phrases dans le cahier. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'écrire objectif. Vous mettez exercice 1, vous recopiez la frise, vous placez les trois événements, enfin les deux événements et la période. Et puis en dessous, exercice 2, et vous répondez aux trois questions avec des phrases directement dans le cahier. Si vous pouvez, vous imprimez cette carte et vous collez à côté. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo et ça vous. Donc vous faites ça demain, donc si possible aux heures de cours que nous avons demain, c'est-à-dire donc demain matin. Vous mettez tout ça après dans le casier OSE et si vous pouvez pas, par mail, je vous mettrai mon adresse email dans les devoirs. Voilà, n'hésitez pas à revoir la vidéo, à mettre sur pause. Si j'ai pas été clair, vous pourrez aussi me le dire. À bientôt.